Bonsoir à toutes et à toutes. Soyez les bienvenus dans cette seconde édition de Tour de Chan, votre rendez-vous d'après-match pour analyser, commenter bien sûr les rencontres et se projeter sur les rencontres de lendemain avec bien sûr les lions indomptables locaux en fil rouge. On fera un focus sur Salomon Banga, cette pépite défensive qui nous vient de Coton Sport de Garoua. Gideon, bonsoir. Bonsoir, Raphael. Good evening, everybody, and welcome to yet our number 2 edition of the program, Shanto. In fact, in this edition of the program, as we told you yesterday, we shall analyze, we shall focus, and predict what will happen tomorrow with our consultants and our guests in the studio. We shall equally have a conversation on phone with the National Technical Director of the National Football Team and many other things will be yours in today's edition of the program. And of course, there will be an opening on the lands of Cameroon, and we shall focus on a guy who's making Cameroon proud. In fact, he is like what he's called a budding talent, a burgeoning talent in the national football team of Cameroon. He scored against Niger in the friendly, and then he scored yesterday. On va démarrer bien sûr au pied des courses, pied au plancher, cette édition de Tour de Chan. On va bénéficier de l'expertise de deux techniciens camerounais. C'est la génération montante avec un ami de 30 ans. C'est quoi? C'est les années 80, nos années Kosakwas. Jules Onana, bonsoir. Bien évidemment, bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon et bonsoir à Biro et aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. Jules Abba Onana. That's good. et non, le grand frère aussi de Macaque, Jules Denis Onana, qui a fait les beaux temps des Lions indomptables. C'est quoi nos années Kosakwas, les années 80? Années 80, 82, 83, 84. Oui, on a pris de l'âge. Okay, to my right is a guy whom we know so much. He's into coaching. He has coached some of the biggest clubs in Cameroon. He handled Coton Sport of Garoua. And of course, he will tell us so much about Bienvenu Banga. Not only that, again, he will tell us about his time now. He's now coaching Canon Sportif of Yaoundé, and we have the honor of having him here with us. Minkro Biwe, you're welcome to the show. Thank you very much. Thank you, Gideon. Good evening. Raphaël, bonsoir à vous et bonsoir à Jules. Bonsoir à tous les auditeurs. Gideon, on va repartir en régie parce qu'on a quelques minutes de retard où nous attend notre réalisateur. C'est Robert Badjek pour nous replonger dans cette affiche République démocratique du Congo contre le Congo. On vous parlait hier soir d'un match de fou furieux. Ce match a tenu toutes ses promesses. On va refaire le match avec notre reporter qui se trouve bien sûr en régie. C'est tout chaud. Ce match vient de s'achever. On me signale la présence bien sûr de Robert Badjek en régie. Robert, bonsoir. Salut à tous, c'est déjà un top match dans cette deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations Cameroun Total 2020, la RDC et le Congo, un derby. Les deux équipes s'affrontent dans un contexte de coronavirus. La République démocratique du Congo a vu ses joueurs, 5 de ses joueurs, testés positifs avec en prime le préparateur physique de cette équipe. Mais cela ne les a pas empêchés de délivrer un spectacle de qualité dans la rencontre que je vous invite à regarder.
Well, a cool finish there by the attacker for the Democratic Republic of Congo. In fact, the derby between the Congo River duel or rivalry between Congo, the Democratic Republic of Congo, the Leopards, and of course the Red Devils of Congo did live up to expectation. It was a very tense and hard match. Well, I'll turn to Mikio Birwe. You watched this game. We're talking about the tactical finesse that has been put in place by the coach of the DRC, Florent Ebengue. Basé beaucoup plus sur la vivacité, sur les qualités individuelles des joueurs, donc les dispositifs tactiques de base sont pratiquement aussi similaires. On a vu là pratiquement que l'équipe de la RD Congo défendait avec 4-5 joueurs, avec une première ligne défensive avec 4-5 joueurs et une deuxième ligne avec 4 joueurs et finalement avec un seul avant-centre. Donc sur le plan défensif, c'était un peu ça. De l'autre côté aussi en face, on a plus ou moins observé cela, mais beaucoup plus avec une ligne défensive avec 4 joueurs et une deuxième ligne avec 4 autres et 2 attaquants. Mais c'est le dispositif de base. Mais le plus important, c'est comment les joueurs se déplacent ou l'animation de ces dispositifs-là qui est beaucoup plus intéressant. Gilles, Micro parle bien sûr de ces dispositifs de base. On était parti dans un schéma basique, bien sûr, en 4-3-3, mais on a été surpris par l'intensité de ce match. On annonçait un match de fou furieux, mais on a eu un match complètement débridé, avec 2 équipes qui n'ont pas offensé le jeu. C'est l'un des baromètres aujourd'hui pour juger le football moderne, c'est-à-dire l'intensité. Et cette intensité-là a été mesurée par le fait surtout... On aura quelques images peut-être à l'antenne de ce match pour voir un peu l'intensité de ce match. Oui, et cette intensité a été nourrie, comme le collègue Birwe parlait, c'est-à-dire la mobilité. La mobilité, j'ai vu, ce qui m'a marqué, c'est le surnombre porté au milieu de terrain par les défenseurs congolais, RDC j'entends. Ils étaient permanemment en train de se relayer dans le surnombre au milieu de terrain. Et ça joue beaucoup. I think, Coach Nokere, in short, I think Michael, our producer, please, if you could put the images of the highlights of the match we just watched a few minutes ago as Jules Abbas speaking, that would be very interesting, please. Yeah, that's good. Thank you very much. Je l'en parle bien sûr de ce match débridé avec cette phrase de transition. On a eu un match complètement fou où les blocs ont explosé. On était parti pour un 4-3-3 basique et il s'est mué pratiquement en 4-2-3-1 en ce table de Noël et avec un football où l'offensive a été le principal acte fort. Beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire très rapidement on se transforme en attaque à 4 parce que toutes les équipes elles ont joué en 4-3-3 et tout de suite là, et vous voyez par exemple, là aux images, c'est une balle arrêtée. Elle était régulièrement jouée à la rémoise. Mais ce qui était important, c'est la transition défensive. Les phases de transition ont été très bien appliquées, Jules. Voilà, priorité au direct parce qu'on nous signale bien sûr la présence de Simon Nyonga. Simon Nyonga qui a commenté cette rencontre du côté du stade de Japoma. Si Simon Nyonga est en ligne, Simon Nyonga. Yes, certainly, Raphael Koa and Gideon Daza. Welcome back to this ultra-modern Japoma complex out here in Douala, where it is all ended for day 1 of the competition in Group B. Just 1 goal was scored in 2 games. The average is very, very small. But what we saw here this evening was very, very good, was exceptional, especially in the second match that ended a while ago with the 2 Congos playing against each other. We know that whenever these 2 teams are facing each other in every football competition, there are always lots and lots of fireworks. And that fireworks we saw this afternoon out here with the 2 teams that came in with the psychological warfare. There was Barthélemy Gatsonga as the coach of the Congo Brazzaville, and of course Florent Ebengue, who came in with 2 different play styles, 4-2-3-1 for the Democratic Republic of Congo and 4-2-4 for the Red Devils of Congo Brazzaville. They knew that the battle was going to be won at the midfield, and that is exactly what Florent Ebengue did, winning the battle at the midfield. At the 46th minute, there was a beautiful goal from Kiku Ushindi Wakabanga, a goal that came to raise the heights, raise the hopes of the people of the DR Congo out here, and a goal that sealed the deal
for the Leopards of the Democratic Republic of Congo in their first match out here. You know, Raphael and Gideon, that it is the first time that the DRC are starting the competition winning but by just 1-0, because whenever they start very well. They always score 2-3 goals in the start of the competition. But this time around, the essential is there, they have won and they have taken the lead in Group B out here. 3 points for them, while Libya and Niger have a point each. The Congo from Brazzaville are still to score a point. The Niger and Libyans also had a balanced match, a fairly balanced match in the afternoon. They played well for the two teams, played well for the start, but of course we could see that for Libya, the team has not played any competitive match for the past 18 months. And so it is all ended out here for this evening. While waiting for the second day of play, it is time for us to go accompany those players, because it's going to be jubilation galore in Douala this evening, as over 20,000 supporters were out here. Half of them, over 50% of them, supporting the Democratic Republic of Congo, who have a rich colony of citizens out here in the nation's economic capital in Douala. Well, thank you very much, Simon Lionga Labulombe, and one of our correspondents, one of our commentators at the Japoma Stadium. They're reacting to what happened this afternoon over there. What we really want to love, Simon, is the fact that the DRC had to won the 3 points of the day. You know, Rafael, they had 6 COVID-19 cases, and so the fear was that the DRC was not going to perhaps perform to that level. And of course, I think when you win after 6 regular players are on the bench or on isolation because of COVID-19, I think it's good news for Florent Ibenge, who was only brought back. C'est peut-être la nouvelle donne dans ce contexte sanitaire, coach Micréo. Il faut avoir la profondeur dans le banc parce qu'on n'est pas à l'abri des cas de Covid. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans notre jargon, nous avons l'habitude de dire qu'une grande équipe, c'est d'abord le banc de touche. Lorsque vous alliez 11 entrants, il faut absolument avoir des pièces de rechange qui valent aussi bien ceux qui sont sur le terrain. Donc, malgré ces cas déclarés de Covid qui... on aurait pu penser, aurait handicapé un peu l'équipe de la RDC. On a vu que les remplaçants ont bien joué le rôle et voilà, et c'est tout à fait mérité que cette équipe remporte la mise cet après-midi. Jules, oui, il faut peut-être remercier aussi l'organisateur qui a pensé fournir plus d'options aux entraîneurs, 33 joueurs. Ouais. Et comme disait Simon, la bataille du milieu de terrain a été gagnée par la RDC parce que c'est un derby terrible entre les deux Congos. De fou furieux. Oui, oui. Donc, il fallait être présent dans les deuxièmes ballons. Et on a remarqué que c'est le Congo qui était au-dessus par rapport à ces deuxièmes ballons. Monsieur, je voudrais qu'on reste sur cette problématique, bien sûr. On a parlé de cette prime à la tactique. Ibenge a situé sa zone de récupération dans les 40 mètres pour bien sûr récupérer ses deuxièmes ballons. Et on a vu quelquefois le contre-pressing se mettre en place de part et d'autre. Et d'où cette débauche d'idéologie dans les 15 dernières minutes. Est-ce que le physique n'a pas été la clé? Parce que de part et d'autre, on avait cette mise en place très haute, cette zone de récupération dans les 60 mètres et un contre-pressing constant. Micréo? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le football actuel ou le football moderne, comme on le dit, c'est beaucoup plus sur le plan athlétique que la différence se fait. C'est vrai que les qualités individuelles aussi sont importantes, mais sur le plan tactique, c'est sensiblement la même chose. Donc la différence se fait beaucoup plus au niveau de cette débauche d'énergie. Donc on a de plus en plus besoin des gars qui sont capables de cavaler sur 80 mètres, 60 mètres et revenir et repartir. Donc c'est un peu ça. Donc on l'a vu. C'était un match très ouvert de part et d'autre. Et c'est le plus endurant qui finalement a pu faire la différence. Jules, one of the things which the determinants of a big game is the intensity of the game. And when you look at these two countries, football is not very much. In fact, Congo, the championship has not been played for quite a while now. And even the DRC, the championship is I think it's about 5 or 6 days. Don't you think that it had something, it would have been more intense if at all there was a championship? We had a tour on it. Disons que ça, c'est une constance qui vient à chaque match. Le Cameroun n'avait pas de championnat. Le Zimbabwe avait commencé. Dans les deux matchs de ce jour, la Libye a pratiquement fait 2 ans sans jouer, alors que le Niger est compétitif. Et aujourd'hui, on a vu que le Congo
démocratique qui est compétitif. Oui. À la 21e minute, ils ont monté le bloc haut. Ils ont commencé à jouer bloc haut parce que physiquement, ils ont senti que l'adversaire va baisser les bras. Mais on a été impressionnés par la résistance de ce Congo. Qui a ramené un bloc très bas qui était très compact. Hein. Voilà. Donc, et même qu'en fin de match, mené 1-0, le Congo-Brazzaville a essayé de jouer très haut et a même raté des occasions de scorer, donc de revenir à la marque. Monsieur, il y a tellement à dire sur ce match entre la République démocratique du Congo et le Congo. C'était le premier grand derby de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, mais ne sont plus pas des contraintes de temps. On aura l'occasion d'en reparler abondamment parce qu'il y a tant de choses à dire, que ce soit au niveau de l'usure physique et physiologique, les deux notions étant interdépendantes, ou au niveau de ces pressines et contre-pressines, il y a tellement de choses à dire. Mais on va prendre des infos. C'est important parce que ces CHAN se jouent également au niveau de l'organisation. On a bien sûr notre reporter qui est posté au siège du comité d'organisation. Cathy Nadine Bomezomo. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce soir, nous nous intéressons aux CHAN de façon particulière. La commission communication est au rendez-vous avec nous. Et en posture d'invité, nous nous sommes entretenus avec Samuel Zona qui fait partie de cette commission. Et avec lui, nous nous sommes attelés à revenir sur la première journée de la compétition qui s'est ouverte hier au stade omnisport de Yaoundé. Après l'ouverture du 6e championnat d'Afrique des Nations de football, hier au stade omnisport de Yaoundé, par le représentant du chef de l'État, le Premier ministre Tiff Joseph John Gouté, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, du président par intérim de la Confédération africaine de football, Constant Oumaric, et de nombreux amoureux du ballon rond, le travail se poursuit dans les différentes commissions mises sur pied. Nous avons pratiquement un an et demi de travail. Et maintenant, c'est la compétition en elle-même et au sein des commissions, c'est des chronogrammes qui sont établis. Il faut bien comprendre qu'il y a des journées de match et des journées de non-match. Les journées de match, les chronogrammes ne sont pas les mêmes que les journées de non-match, mais toujours est-il qu'il y a du travail. Après avoir reçu les encouragements de la CAF relativement à l'ouverture du tournoi, les organisateurs comptent maintenir la barre haute. La satisfaction de la CAF est déjà certaine et générale par rapport à la journée d'hier, notamment la cérémonie d'ouverture qui a été félicitée. Ils ont loué le professionnalisme avec lequel cette cérémonie a été exposée. Et ils sont contents de ce que le Cameroun ait fait honneur, non seulement à lui-même, le Cameroun, mais bien entendu à l'Afrique. Maintenant, nous allons prendre la vitesse de croisière en ajustant, n'est-ce pas, les détails des observations qui ont été faites ci et là pour que l'organisation à la finale soit quasi parfaite. C'est ainsi que les différentes commissions du 6e CHAN Cameroun Total 2020 entendent travailler tout au long de la compétition. Voilà, chers téléspectateurs de la CRTV Sport and Entertainment, vous êtes désormais édifiés sur le travail mis sur pied et abattu par les membres du COCHAN. Prenons rendez-vous demain pour une autre articulation portant bien évidemment sur ce COCHAN. À vous le plateau. Well, thank you very much, Cathy Nadine Bomezomo, with the latest from the COCHAN office there. We know that if at all the competition is going on in history, it's thanks to these men and women who have been handling COCHAN, which has been working tirelessly. You know, this is like a test run because just after this, in 10 months' time, or 10 or 9, 11 months' time, there will be the AFCON itself in 2022. Well, we're going to move forward now to one of our focus on the program. We told you that in the national team of Cameroon, there's a burgeoning talent, and that guy is called Bienvenu Salomon Banga. He's a defender. He's very prolific. He's very versatile. He can play at the center defense. He can play at the right fullback position and equally as a defensive midfielder. So he is a guy who is normally he's the captain of the team. Even though yesterday it was Jacques who had the armband. Of course, we took time off on Chantor to move over and meet the coach
who knows him a little bit. That is Coach Abubakar Sulemanu, who is the coach of Coton Sport of Garwa, who has decided to tell us what he knows about this young guy, Salomon Banga. The attack up front. Look at that one. It is not over. That is a goal for Cameroon. Ladies and gentlemen, what a goal. Oh my. Un défenseur marquait un but. Ce n'est pas toujours aisé et c'est souvent surprenant. Mais j'avoue que depuis que nous avons recruté ce jeune dans Coton Sport, parce qu'il sortait de Colombe de 100 mm, il y a 2 ans, c'est toujours quelqu'un à un moment donné qui a pris conscience que le football, il faut se sacrifier. Il faut suivre les consignes des entraîneurs pour pouvoir progresser. Et justement, à Garwa, avec tout le sérieux que nous accordons dans notre tâche, nous avons su les encadrer comme il le faut. Le jeune Banga, nous l'avons vu progresser. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, Coton est en train de vouloir jouer le dernier match avant d'accéder à la phase de poule. Mais attends, venez voir ce qu'un Banga, comment il fait pour nous mettre, nous les entraîneurs, parce que quand il y a un match, nous sommes tous sous pression. C'est un Banga qui vient jusqu'au banc de touche, il me dit, coach, calmez-vous, on gère. Un cadre hors pair. Et il est, comme vous le voyez là, il peut faire encore mieux que ça, parce que c'est un engagé. Il est allergique aux défaites. Sa première qualité, c'est l'engagement, l'esprit de la combativité. Ça, pour lui, quand il monte pour enlever un danger, parce qu'il sait qu'après lui, c'est le filet, ce sont les filets, alors là, il ne se laisse pas faire. On peut référer à Rigobertson, hein, le Magnan, qui ne veut rien entendre parce qu'il sait que derrière, c'est le pays qui est en danger. On leur avait fait comprendre qu'il partait à l'équipe nationale, c'est pour défendre le pays. Et là-bas, ils seront sollicités plus que dans le club. Parce que là-bas, c'est le meilleur qui doivent jouer. Pas seulement lui, il y a les autres qui vont apporter quelque chose dans cette équipe. Compte tenu de son âge, il a de l'avenir. S'il continue dans ce sens-là, s'il ne fait pas la grosse tête, Bien sûr, l'entraîneur de cette équipe de Coton Sport, Souleymane Abubakar, on ouvre comme c'est une parenthèse parce qu'on va se projeter dans le premier match entre le Niger qui jouait cet après-midi face à la Libye, mais juste les Lions indomptables, parce que les Lions indomptables sont en fil rouge dans cette édition de Tour de Champ. On parle de cette pépite défensive. Jules Onana, il a des qualités. On a vu hier, joueur d'axe, capable de se projeter facilement, une relance assez propre. Il a du chemin. Hein. Moi, je voudrais plutôt mettre en exergue l'état d'esprit de ce garçon. Il sort de la Colombe, comme a dit le coach Aboubacar. Et j'ai la chance d'encadrer les joueurs de la Colombe cette saison. Et il est revenu de passage de Yaoundé. Il est venu s'entraîner une fois avec nous. J'ai découvert un garçon très sobre, humble et qui écoute. On joue comme on vit parce que dans son style de jeu, il y a ce sens d'anticipation, récupération propre et cette capacité à se projeter. Et quelquefois, on se pose des questions. Est-ce que finalement, il ne devrait pas jouer comme pointe basse, comme premier piston? Parce que c'est très propre dans son jeu. Il manque cette espèce de grinta, ce cynisme qu'il faut à tout défenseur jouant dans l'axe. Est-ce que finalement, il ne serait pas mieux de positionner ce type de joueur au gabarit fort, mais avec un peu de muscle dans l'angle jeu en première pointe basse? Et là, le profil des joueurs modernes aujourd'hui, c'est-à-dire... il joue défensif, mais il peut se projeter à aller marquer un but. Donc, il est polyvalent. C'est ce que nous recherchons. Ça veut dire que Banga, dans son profil, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer milieu avancé ou milieu reculé, et défenseur axial, et même qu'il peut jouer sur le côté. Donc, avoir un joueur comme ça, c'est dans le type Canabi qui pouvait te jouer 4 ou 5 postes à la fois. Une réaction de Micréo? Oui, Raphaël, je suis d'accord avec vous quant à, optimiser son talent en le repositionnant un peu au milieu de terrain. Sauf qu'on voudrait aussi avoir cette assurance défensive parce que sa présence dans l'axe nous rassure. Ouais, je voudrais invoquer ici un peu le mini-tournoi. Pré-CHAN. Là, vu son absence s'est fait ressentir. Nous avons pris beaucoup de buts quand cet axe-là est tamé et Banga n'était pas là. Donc, c'est vrai, il peut nous apporter plus offensivement, mais je pense qu'il est plus utile là où il est positionné en défense. Dans un système en 3-5-2,
au 4-2-3-1, ce système à d'arbre de Noël, où nous jouons avec 2 pointes basses, est-ce qu'il ne peut pas être ce joueur, ces pistons bas, capable de mettre un peu plus de muscles et de densité, se projeter rapidement? Oui, mais il faudra à ce moment que nous ayons quelqu'un qui puisse le remplacer valablement dans cet axe-là. Donc si on a quelqu'un de même d'égale valeur, ce serait tout bénéfique pour l'équipe justement de le faire avancer un peu, parce que nous avons justement cette difficulté-là au niveau du milieu de terrain. On n'a pas véritablement un joueur qui puisse nous aider à remonter, non seulement à récupérer les ballons, mais à pouvoir relancer rapidement. Nous avons opté pour une récupération collective. On aura l'occasion d'en reparler mercredi après match, lorsque le Cameroun rencontrera pour la deuxième sortie le Mali. Ce match à 6 points jouera déjà la qualif mercredi prochain, et une édition exceptionnelle de Tour de Chan, parce qu'il y aura du beau monde. Il y aura du beau monde sur ce plateau. On sera parti pour 90 minutes pour analyser la perf des Lions indomptables locaux mercredi soir. Une prise d'antenne dès 22h. On va décrypter bien sûr la mise en place tactique de l'ami Martin Tungumpile. On fera également un focus sur cette pépite défensive qui monte, et bien sûr cette querelle tout autour de la densité de ce contre pressing quelquefois absent dans cette équipe du Cameroun. Of course, on the Tuesday already in the night, on Tuesday we shall be projecting on the match that Cameroon will play against Mali. And we shall equally be talking about the possibilities of how the coach could line up, how the coach could play the game against Mali, because we know it's a very capital match for Cameroon to beat Mali and take top position in Group A. Of course, we're going to move on the show to talk about the first game that took place in Douala. That was the match between the Knights of the Mediterranean Knights, that's Libya, versus the Menace of Niger. As you know very well, that game ended 0-0. It was a very tough game, and of course, one of our reporters, Karine Sandra Eyike, tells us more what happened. Welcome to one of the walking points of the CRTV Mbalatou Production Center here in Yaoundé. We are trying to watch again and again the match that opposed Libya to Niger this afternoon. It was the first encounter of the Group B group of the competition, and it was a very tough match. Everybody saw that it was a very tough match. We saw Libya, we saw Niger trying to make it, to nail it for their teams, but unfortunately it ended on a 0-0 tie. Let's join me watch some of the highlights of the match.
Le Niger qui se neutralise, 0 but partout. Et il est là, le DTN national. Serge Noir qui est au stade de Japoma. Serge Noir, bonsoir. Comment allez-vous, Serge? On a le DTN qui est avec nous, Serge Noir qui suit bien sûr, qui supervise toutes les rencontres de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Il sera avec nous du côté de Douala pour avoir son avis technique et son regard sur ces forces qui se sont neutralisées du côté de Douala. Peut-être avant de rejoindre Serge Noir, je vais me tourner. On me signale, il est là. Il est là, Serge Noir. Serge, bonsoir. Quelques difficultés micro. On a vu ce match entre la Libye et le Niger. Des options tactiques assez frileuses quand même. Oui, tout à fait, de part et d'autre, mais beaucoup plus du côté du Niger qui voulait absolument remporter la mise et pour moi qui méritait vraiment remporter cette mise. Malheureusement, a beaucoup péché au niveau de la finition. Donc, moi je pense que les premiers matchs, ces différentes équipes chacune voudrait absolument engranger les 3 premiers points pour gérer la suite de la compétition. Donc voilà, d'où ce comportement assez frileux que nous avons observé de part et d'autre. Julaba, your take on the first game, Niger versus Libya, we have the impression that it was a fairly balanced match, but the Nigerians had a little bit of the upper hand, a little bit. Un collectif intéressant pour le Niger, mais le coaching point de ce match, c'est l'humilité de l'entraîneur libyen. Vous avez vu en deuxième mi-temps, ils sont passés en défense à 5. Une ligne de 5, une ligne de 3 et un attaquant et une pointe. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas tenir parce que, vous savez, la Libye, elle ne joue pas. Et ils ont changé leur système. Oui. Et justement, et c'est ça qui leur a donné le point. Et pour pouvoir se projeter vers le deuxième match, ayant au moins un point. Donc pour moi, ça a été une astuce et une humilité de cet entraîneur et une vision. Et il s'est rendu compte que physiquement, il ne peut pas faire le poids avec le Niger. Exactly. Et he has to devise a means to get 5 défenseurs pour la première ligne devant le gardien. I know that winning or getting a point in the first game is always very important to coaches. Oui. On a parlé quand même d'une tactique assez frileuse. On a ticlé nivellement des forces entre cette équipe de Libye et du Niger. On attend peut-être que Serge Noir pour avoir son regard tactique. Mais monsieur, on va voir ces nivellements des forces, bien sûr, en chiffres. Parce que les deux équipes se sont pratiquement neutralisées tout au long de la partie, même si dans le contenu, il y a eu un léger plus avec cette équipe du Niger. Ça chiffre avec Kamga, et juste derrière, on en parle. Finalement, c'est la sélection A' du Niger qui domine le duel qu'il a opposé à la Libye à l'occasion de la première journée du CHAN 2020 dans le groupe B, si l'on se réfère aux éléments statistiques. 55% de possession de balles contre 45% pour la formation libyenne. 12 tentatives, dont 4 tirs cadrés contre 9, dont 4 frappes cadrées pour les chevaliers de la Méditerranée. Le compartiment offensif libyen a aussi eu un grand nombre d'opportunités de scorer. À son actif, 4 corners en 90 minutes et un seul pour l'adversaire. Le MENA A' a mieux élaboré le jeu que son hôte du jour si l'on s'en tient à ses 390 passes réussies, une précision de 80%. Sur le plan de la discipline, mention assez bien pour le Niger qui a commis 18 fautes au total contre 26 pour la Libye. Cependant, la première manche a été équilibrée. Le compteur de chaque équipe affichait à la pause 50% de possession de balles. Mais c'est durant cette période que les chevaliers de la Méditerranée ont réussi leurs 4 tirs cadrés, 3 des 4 corners concédés et 2 des 3 hors-jeu enregistrés. Those were the statistics that were given to us by Nestor Kamga. And we're still talking about Libya and Niger. And we're talking about these... the fact that football nowadays has come to a point where you can't really determine who is stronger because of the name, but because of the football now everywhere. Well, let me go over to Bin Creo. Of recent, we've noticed that football in Niger is under progress. Let me remind you that at the under-17 level, they just played the semi-final
of the WAFO, the qualifiers for the AFCON under 17, even though they lost, but they were at the semi-final stage. And of course, Nigerian teams are still in the CAF competition, club competition. So in Niger, when you saw Niger, were you surprised when you see them play? Were you surprised at the style, the level of football there? Non, pas surpris, pas du tout surpris, parce que justement, nous suivons un peu l'évolution du football en général dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc le Mali, le Sénégal, le Burkina. Le football des jeunes est très développé. Hein? C'est ce que je voulais dire. Donc c'est des pays qui ont compris qu'il faut beaucoup plus mettre l'accent ou investir sur la formation. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, c'est des jeunes. Ouais, le meilleur joueur, le numéro 11, là, le gaucher, il a à peine 18 ans. Il y a comme une insouciance dans le jeu. Oui, c'est justement ça, c'est la jeunesse. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise de voir un peu ces équipes arriver à ce niveau et titiller donc, ceux qui sont habitués à ce niveau. Donc c'est le travail et nous avons l'habitude de dire la performance, elle est dynamique. Donc tous les jours, il faut toujours faire des efforts pour être au top. Donc, il y a un très bon vivier du côté de l'Afrique de l'Ouest, ça se voit notamment lors des différentes coupes de l'UEFA. Messieurs, on va basculer bien sûr dans notre seconde balise avec un match important qui nous attend demain. C'est le champion en titre, le Maroc qui jouera demain, le Maroc qui jouera face au Togo. Attention, c'est un match piège pour les Lions de la classe, cette équipe du Togo qui est montée en puissance. Et l'ami Claude Leroy qui arrive à Yaoundé demain vient bien sûr booster le moral de cette équipe. Et demain, l'affiche que signe Gérard Greffus. A résonné musette, le stade de la Révolution que les anciens ne reconnaîtront pas à Douala accueillera en fin d'après-midi ce lundi les Lions de l'Atlas, tenants de la couronne. C'était en 2018, chez eux, une victoire 4-0 en finale contre le Nigeria et un total de 16 buts en 6 matchs. Cela force le respect, même si 3 années se sont écoulées depuis. En souvenir de cette belle aventure, l'équipe a conservé son attaquant fétiche, qui avait inscrit 9 buts à l'époque. El Kaabi est revenu au Maroc après une double expérience en Chine. Il porte désormais les couleurs du Wydad de Casablanca, un des fers de lance du football marocain avec le Raja, autre club de Casablanca, et la Renaissance sportive de Berkane. 3 clubs qui sont bien connus de ceux qui suivent les péripéties de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Le sélectionneur Houssine Amouta s'est montré parfait il y a quelques heures en s'exprimant sur le match contre le Togo. Nos joueurs ont tous le même niveau, ils sont motivés et ils s'appliquent à suivre les consignes. Nous ne prenons aucune nation à la légère et oublions notre statut de champion en titre, car les conditions ne sont pas les mêmes qu'en 2018. Je vous dis tout, en fait, je ne vous dirai rien. Le Togo n'a quasiment aucun repère à offrir. Il en est à son premier CHAN, mais il a éliminé le Nigeria, qui n'est plus, il est vrai, ce qu'il a été.
Son joueur le plus connu, enfin c'est son sélectionneur aujourd'hui, Jean-Paul Abalo-Dossé. Il a eu une très longue carrière de joueur avec les Éperviers, près de 90 matchs. Il a joué en France, à Chypre, en Grèce et je me souviens l'avoir rencontré au Soudan en 2007 alors qu'il portait les couleurs d'Al-Merreikh d'Omdurman, club avec lequel il allait d'ailleurs être finaliste de la Coupe de la Confédération, une finale perdue contre le CS Sfaxien. Le deuxième match verra l'Ouganda faire face au Rwanda. Les Ougandais se présentent pour la 5e fois dans la compétition. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été capables de franchir le premier cap. Un jour ou l'autre, ils y parviendront. Cette année, pourquoi pas ? Les Ougandais ont terminé en tête du tournoi de préparation après un nul avec le Cameroun et 2 victoires contre la Zambie et le Niger. Ce sera difficile, préfère dire le sélectionneur Jimmy McKinstry. Mais ajoute-t-il, l'équipe est animée d'une énorme conviction. McKinstry sera un peu le régional du match, puisqu'il n'y a pas si longtemps, il avait exercé ses fonctions à la tête de l'équipe du Rwanda, son adversaire du jour. La référence la plus récente des Amavubi Stars, ce sont les 2 matchs de préparation livrés à Kigali contre le Congo. À la clé, d'abord un nul, puis une courte défaite. C'est la défense qui a donné des soucis au coach Vincent Machami. Ne vous y trompez pas, celui qui peut vous raconter les matchs avant qu'ils n'aient été joués n'est pas un journaliste, mais un devin. Le fils, le dernier des Mohicans. Bien sûr, il nous faut jurer de rien dans un match de football, cette glorieuse incertitude. On se projette bien sûr sur cette rencontre importante. Le Maroc remet son couronne en jeu demain. Cette équipe du Maroc, elle envoie du jeu. Micréo? Oui. Vous savez, Gérard a présenté cette équipe tout à l'heure dont le statut repose sur 3 grands clubs, à savoir le Wydad Athletic Club, le Raja et l'équipe de Berkane. C'est pratiquement les clubs qui sont toujours dans les phases finales, sinon qui jouent toujours les finales des coupes africaines, de clubs. Donc, techniquement, vraiment, c'est des joueurs vraiment très bien. Moi, j'ai eu à les jouer. C'est un football latin, ils ne vont pas offenser le football. Ce sera la primale offensive demain du côté des Bépanda. Micro, ne vous coupe pas, on nous signale la présence du DTN. C'est votre collaborateur au quotidien. C'est Serge Noir qui est du côté de Japoma. Et j'espère que cette fois-ci, les dieux de la technique sont avec nous. DTN, bonsoir. DTN, bonsoir. Décidément, Jules, on parle de cette équipe du Maroc. Le Maroc, grosse pression dès demain. C'est le champion en titre. Et dans le reportage de Gérard Dreyfus, je retiens les paroles de l'entraîneur marocain qui dit « Tous nos joueurs sont d'égale valeur ». Et ça, il donne le ton. Ça veut dire qu'il a de la profondeur dans son banc parce qu'il a confiance à tous ses joueurs. Est-ce qu'il ne fait pas de la communication? Un tout petit peu, mais nous savons que quand tu as Berkane, quand tu as Raja et Wydad et autres, on a des joueurs pratiquement d'égale valeur. C'est des équipes qui jouent le très haut niveau en Afrique. Et c'est l'un de mes favoris parce que je l'ai dit, nous les Lions ne sommes pas favoris, mais nous pouvons aller jusqu'au bout. Mais les favoris, oui. Les favoris, c'est le Maroc. C'est les 12 pays qui sont dans le ranking africain. Parce que le ranking africain, c'est les 12 pays qui sont capables de produire 2 équipes par compétition africaine. Plus le double champion qui est la RDC et le champion qui est le Maroc. Ça se joue à peu de choses dans une phase finale. Oui, maintenant, nous avons démontré par l'envie lors de ce match d'ouverture, surtout la trouvaille, parce que le coach Ntungu a beaucoup recherché ces hommes. Mais là, il nous a aligné une attaque qui n'avait jamais aligné lors des matchs. Attention, Jules, triomphe modeste. On en reparlera après le match de mercredi. Voilà. Okay. We almost have to say that all eyes are now turned to Douala, to the Bepanda Stadium, that's the Bepanda Omnisport Stadium, where on the Tuesday afternoon there will be the matches of Group C. And of course, all eyes on Morocco, who are coming with the best scorer of the competition 2018, that is Ayub Kabi, who is coming back there. And of course, when we look at Morocco, Coach Binkrio, we'll look at this Moroccan side. The players are from the top 3 clubs over there. Wydad, as we were saying, Raja, and of course, Racing Club of Renaissance, the Berkane. Of course, and these are teams that are in the Champions League, African Champions League, and are competitive. Well, we will look at that, we'll tell ourselves, these Moroccans are red hot favorites. Oui, avec
au regard de tout ce que vous avez dit, effectivement, on serait tenté, on le dirait sans hésitation, mais ça reste un match de football et c'est ça qui fait le charme de ce sport, contrairement aux autres sports collectifs comme le handball ou le basket ou le volleyball, où lorsqu'il y a un favori, lorsqu'il y a une globalement, dans les sports collectifs, il y a un resserrement des forces quand même. Oui, mais beaucoup plus au football. Donc, il y a ce volet aléatoire-là qui fait que, malgré tout ce que nous présentons comme force... la fameuse glorieuse incertitude du sport, chère à Abel Bengue. Tiens, puisque nous parlons du Maroc, je ne vous coupe pas. Vous avez réclamé les éphémérides par milliers, nos téléspectateurs. On est reparti croisant en arrière pour vous montrer le triomphe de cette équipe du Maroc face au Nigeria. C'était dans un stade complètement affurié à Casablanca. Éphéméride. المنتخب المغربي بين يا شبيره يلا يا شبيره يلا يا شبيره يلا يلا جول يلا جول يلا جول توقيت الهدف رائع قبل الثواني من نهايه الجوله الاولى الله يا حدراف افرح يا حدراف معي يصعد شبيره الكعبي في الانتظار تدرس هجمة معاكسة مخدومة المساحة غزالوتي في حفلة الكعبي وفي حفلة التتويج بالتاج الافريقي هذه الإعادة مرة أخرى حطها لهم الكعبي يا والشباك يغازل الشباك يعشق مرمى المنافسين بالفطرة هداف بالموهبة هداف هنا في المكان يخطف كرة بلا ارتباك واحد واضح الرابع جول سجل الهدف الرابع انتظرناك طويلا يا رجل من غير المعقول الا تسجل الكعبي والليله مع كعب الغزالوتي في حفله الكعبي وفي حفله التتويج بالتاج الافريقي هذه الاعاده مره اخرى حطها لهم الكعبي يا والشباك يغازل الشباك يعشق مرمى المنافسين بالفطره هداف بالموهبه هداف هنا في المكان يخطف كرة بلمسة واحدة نعم. We may not be able to have the national technical director because of technical reasons, but we should remain open. We talk about the Moroccan game, and you saw the Moroccans giving a lesson of football to Nigeria, who as you know very well, Nigeria will not be it's not at this competition, just like Cote d'Ivoire, like Senegal, like Algeria, the big weeks in Africa. Ghana, so we're all knocked out. So you see, Ayou Kabi there giving a demonstration of football. But equally, I'd like to go to Jules Onana. There's a lot of interest to watch Togo play against Morocco tomorrow because Togo eliminated Nigeria in this very competition. Oui, le Togo, c'est toujours un outsider intéressant. C'est un pays difficile à jouer. Ils ressemblent au Cameroun dans leur façon de faire les choses. Maintenant, le Nigeria... Il y a une façon de faire des choses propres au Cameroun. Oui, c'est-à-dire les Camerounais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous avez suivi qu'ils étaient en grève. Les Togolais. C'est un peu. Ça fait partie de notre ADN. Oui, c'est une organisation un tout petit peu chaotique et qui, à un moment. Sérieux, Gilles. Oui, il faut être. Sérieux quand même. Nous sommes très sérieux. Il y a toujours l'organisation chaotique qui permet et malheureusement, heureusement. Ça booste les joueurs parce que moi j'ai vu les enfants, les Camerounais de toujours et les Togolais. Et je suis sûr que, jouant le pays champion d'Afrique, le détenteur du trophée, d'entrée de jeu, is motivating. Les Togolais vont être ultra motivés et vont vouloir damer le pion à ce Maroc-là. Mais maintenant, quand on regarde ce match contre le Nigeria en finale, la possession est terrible. Une équipe du Maroc est terrible. Enfin, C'est-à-dire, parce que l'alerte est faite quand il y a moins de 200 passes qu'une équipe peut faire pendant un match. Yes. Mais je crois que ce Maroc-là lui peut faire 500 à 600 passes. Parce qu'on a vu dans les statistiques tout à l'heure que 322 passes pour la Libye et 390 passes pour le Niger. Et c'est un baromètre important, c'est-à-dire la possession. Le contenu du jeu. Coach Mikréo, on parle bien sûr de cette équipe du Maroc.
On essayait de faire saliver les téléspectateurs qui vont se rendre demain du côté de Bepanda et qui regarderont également ce match sur la CRTV. C'est une équipe qui envoie du jeu, qui rentre en compétition de maintenant du titre. C'est toujours un plaisir de voir cette équipe du Maroc. Mais au fil des ans, ces équipes du Maghreb voyagent mal. Elles sont en furie et en feu lorsqu'elles jouent à domicile. Elles éprouvent quelques problèmes lors des déplacements. Est-ce que ce Maroc peut reproduire la copie de 2018 à Casablanca? Oui, c'est la question. Et je pense que cette équipe, c'est qu'elle a attendu. Elle a attendu par son public déjà. Elle a attendu par l'ensemble des autres équipes ou des autres pays concurrents. Donc, je voudrais quand même dire que ces joueurs qui constituent le statut de cette équipe ont déjà pris l'habitude de voyager quand même, ne serait-ce qu'à travers les compétitions de clubs. Donc, ils ont déjà joué soit à Garoua, soit au Togo ou en RDC dans un stade avec un public aussi hostile que le leur que nous vivons. Donc moi je pense qu'ils sont psychologiquement assez prêts. Et je voudrais quand même, si vous permettez, dire une chose par rapport à cette équipe du Togo. Dire que moi, honnêtement, je ne vendrai pas cher leur peau parce que le championnat togolais n'est pas aussi relevé que les autres. Et les meilleurs joueurs togolais s'expatrient, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région ou même en Afrique centrale. Il y en a eu ici au Cameroun et un peu partout. Et comme ils ne sont pas éligibles pour ce tournoi, donc ça fait que c'est finalement ceux qui évoluent sur le plan local ou dans le pays qui vont prendre part à cette compétition. Donc elle ne sera pas aussi Le Maroc difficile. part avec un a priori favorable. Oui, On va se plonger dans une graphie de OSR que le Rwanda et l'Ouganda. Of course, we're talking about Rwanda versus Uganda. An interesting game, East African match. Uganda won the pre-Chan tournament here in Cameroon. Already, it's a good point for them. Julaba, Odana. Look at these two teams. Well, how do you see the game? How do you foresee how it will be played? Because it's an East African game. I mean, it's definitely going to be something different. L'Afrique de l'Est, en fait, c'est deux équipes qui seront un tout petit peu inconnues par rapport à ce Chan-là. Mais l'Ouganda part avec les faveurs pronostics parce que l'Ouganda a une équipe qui joue, j'oublie un peu le nom, qui joue régulièrement les premiers rôles, se qualifie régulièrement en poule. La sélection Fagnon, c'est déjà montré. Voilà. Beside we have a team called KCC. Voilà. Kampala City. Voilà. Donc c'est une vieille équipe d'ailleurs, qui jouait les canons à l'époque. Donc moi c'est un match que je vais voir pour découvrir, parce que je ne peux pas parler de ces deux pays. J'ai pas trop vu ces deux pays entre-temps, mais je suis curieux de découvrir et de revenir débriefer prochainement. But the fact that most of the Rwandan players stay back home, because this is almost the national team, the Rwanda national team. They don't have professionals. They don't have many professionals. Don't you think that it's going to be a tough nut to crack? Oui, c'est quelque chose de positif déjà, vous le dites. C'est une équipe dont le statut est pratiquement repose sur un ou deux clubs, sinon un seul club. Yes, APR. Oui, et le championnat même ougandais n'est pas ouvert comme le championnat rwandais, qui est bien coté, mais si on analyse au fond, c'est beaucoup plus les étrangers qui viennent relever un peu ce championnat. Mais maintenant, quand il faut donc faire le tamis, c'est-à-dire sélectionner uniquement les joueurs rwandais, je doute fort qu'ils soient au même niveau ou qu'ils aient la même valeur que les joueurs. On verra bien. On va donner la parole à un grand monsieur. C'est un monsieur immense. Il est avec nous au Cameroun. Vous le connaissez certainement. C'est Eddie Hamel. Eddie Hamel qui a fait du chemin au niveau de la presse sportive. Ouais. Souvenez-vous, Afrique Football, Afrique Asie et quelquefois TV5. Eddie Hamel qui aujourd'hui patron des médias sports et conseiller du président de la Confédération africaine de football. Nous avons voulu comme ça faire un jeu de lumière sur ce grand monsieur qui est dans nos murs depuis près de 72 heures. Le confrère du jour, Eddie Hamel. J'étais moi personnellement évidemment très heureux
de redécouvrir les nouvelles dates et d'avoir également été parmi la délégation de la CAF aux côtés du président Constant Oumari pour venir au Cameroun et vivre en direct cette compétition qui est la première au monde. C'est la première épreuve internationale de football au monde. Alors si je rajoute un paramètre très important, la présence du public, eh bien cette compétition devient la première de la saison au monde à non seulement à se jouer au plan international, mais également à recevoir du public. Alors, du public conformément aux règles fixées par la CAF. Un stade qui rugit lorsqu'il y a un but, il y a eu un but du Cameroun, le stade a explosé. On avait l'impression qu'on revenait de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est que les images de la télé. On vit le football dans des arènes tristement vides, tristement désertes. Hier, on avait l'impression de revenir de l'ancien monde, alors que ce n'était qu'une année à peine que nous vivions le football différemment. Tout le monde était ému de retrouver cette ambiance, cette atmosphère du football et en même temps la joie de retrouver des spectateurs qui sont dans les stades, et qui sont pour la plupart très heureux de retrouver l'ambiance. Donc on était ému, on était content et on espère vivre un CHAN dans les mêmes conditions. À Douala, à Limbé, à Yaoundé encore. On était assez touchés par la préparation déjà des Camerounais. Il y a eu beaucoup de travail. On le voit à travers le spectacle qui a été donné juste avant le match d'ouverture. Et on voit que le travail a été fait. Donc toute la confédération a le même, je pense, sentiment que moi. De satisfaction, de remerciement aux autorités camerounaises d'avoir pu quand même favoriser ces retrouvailles un an après avoir attendu et espérer jouer en 2020. Nous sommes en 2021 et on a effacé d'un trait toutes les mauvaises pensées de l'année 2020. Être là au Cameroun, c'est déjà quelque chose de bien. On est dans une terre d'amitié, de fraternité, mais on est surtout aussi dans une terre de football. La passion du football ici égale tous les sentiments. C'est quelque chose de merveilleux. Donc on est très content d'être là. Warming words there from a luminary of sport reporting and of course a chieftain of African football, Hedi Amel, there, who is talking to us on our sport on our review called here Le Confrère du Jour. In fact, much of the say that we will hear Hedi Amel talk about appreciate what we have here. And we know that he is the advisor to the president of the Confederation of African Football. I think as Cameroonians we are proud. Oui, c'est merveilleux ce que nous vivons au Cameroun. Des stades de standard international. Tout le monde fait, les journalistes, vous avez tout pour faire du bon travail sur ces stades-là. Et les joueurs découvrent ces pelouses-là. C'est des pelouses de standard de Coupe du Monde. Donc, effectivement, Diamel a raison. On est fiers d'être au Cameroun et nous sommes fiers d'être Camerounais par rapport à ce que nous voyons dans les images, là, ces qualités des stages là, et ça nous fait plaisir. Monsieur, cette deuxième édition de Tour de Chan tire à sa fin. On va tirer les conclusions sur ces 2 premiers jours de compétition sur le plan tactique Micréo. On a quelques enseignements forts qui se dégagent déjà sur l'aspect technico-tactique. C'est le cœur du jeu qui constitue la principale innovation, la principale bataille, et cette notion de contre-pressing qui devient l'ADN du football de sélection aujourd'hui, et peut-être du football de club. Sur ce que l'on a vu des blocs remonter assez haut. C'est le premier constat, le premier enseignement à dégager de ces 2 premières journées. Oui, tout à fait, avec ce bloc de part et d'autre, que nous avons déjà vu 4 matchs, je crois. Oui, 4 matchs. La constance qui revient, c'est que toutes ces équipes jouent avec une seule pointe avancée, donc un avant-centre,
Et justement, a priori, on penserait que c'est des dispositifs défensifs, mais justement, avec cette propension ou cette flexibilité, cette capacité à se projeter vers l'avant, finalement, on se retrouve dans la zone de finition, pratiquement avec 4-5 joueurs adverses ou attaquants dans le camp adverse. Donc, c'est un peu cette variation-là que nous avons beaucoup plus appréciée. Avant peut-être que Guignon ne conclue, Jules Onana, beaucoup d'intensité avec ce pressing, ce contre-pressing mis en place pratiquement par toutes les sélections, l'obsession de contrôler ce cœur du milieu de terrain avec une densité et cette latéralité avec ces milieux quelquefois qui vient à 5. Le physique sera-t-il la clé? Le physique va-t-il faire la décision dans les troisièmes matchs, les matchs des qualifs? Justement, c'est sur les récupérations, les méthodes de récupération des équipes, surtout celles dont il n'y a pas championnat, dont les pays ne jouent pas. Parce qu'après telle débauche d'énergie, il faudra récupérer. Et on ne peut remplacer les 23 que s'il y a 4 Covid. Donc c'est les mêmes 23 qu'on va utiliser. Donc il va falloir que les staffs techniques, les staffs médicaux puissent être très à la pointe pour pouvoir faire récupérer les joueurs. Les bonnes méthodes de récupération, le repos, la nutrition. C'est classique et basique. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça va être vraiment... la fraîcheur physique va être très important pour la gagne finale au dernier jour de la compétition. Okay, this Tuesday, action at the Shan will be at the Bamenda Open Sports Stadium in Douala as Morocco, the champions, will have to begin the battle to retain their title. They play against the Hawks of Togo, who knocked out Nigeria in the final stage. And of course, Rwanda will play against Uganda in this game, that's the second game that will take place at the Reunification Stadium in Douala. Well, ladies and gentlemen, instead I will wrap up today's edition of the program Shanto. We want to say many thanks to our battery of reporters, Robert Bajek, Nestor Kamga, we have Sandra Yike, we have Kati Nadine Bomezomo, the whole lot of us. We have Christian Nang, Michel Ndunu, that's our producer, and of course the cameraman and all the editors. We can't name all of them here. I want to say thank you guys for being part of the show. Peut-être un remerciement spécial à l'ami Michel Ngoubé, le directeur central des solutions et des technologies, qui au Forum Moulin, qui nous a fait une assistance logistique incroyable pour nous permettre de tenir dans cette deuxième édition du CHAN et d'être avec vous offrir un débrief immédiatement d'après-match et se projeter sur le briefing. On va peut-être finir avec un mur d'images du CHAN parce qu'il y a de très belles images. Thanking Jules Abba for coming. Merci Gédéon, merci Raphaël. We expect to hear soon again. Bien évidemment, si vous faites appel à moi, je viendrai redébriefer et briefer. Bien entendu. Ok, thank you very much, Micro Biwe. Oui, tout le plaisir est le nôtre d'être là et de partager ce moment. J'ai apprécié l'analyse. Revenez quand vous voulez et faites comme chez vous ici. Je reviendrai. Mur d'image, bonsoir à tous. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, 'cause we're about to feel a fest. Every nation.
revenu au Cameroun. That's an opening for Cameroon.